Pendant 3 mois, il a menti à la France entière, il a menti à sa belle famille, il a menti à tous ces gens qui avaient de la compassion pour lui. Il a construit toute une fausse histoire, toute une fausse émotion, parce qu'il n'avait pas le courage d'avouer son acte horrible. Jonathan Daval a été condamné en novembre 2020 à 25 ans de réclusion criminelle. Il a réussi à échapper à la perpétuité uniquement parce que ses avocats ont réussi à convaincre les juges qu'il était psychologiquement instable. Comment peut-on considérer que Jonathan Daval a regretté très vite son acte quand on sait qu'il a étranglé sa femme, Alexia Daval, pendant 4 minutes d'affilée, sans aucun moment se dire qu'il était un monstre, sans aucun moment enlever ses mains de son cou. Puis, il a déposé le corps sans vie de sa femme dans sa voiture de fonction, a roulé pendant plusieurs kilomètres, puis a déposé son corps dans la forêt, avant de le brûler. Jonathan Daval n'était pas un être psychologiquement normal par rapport à des témoignages, des vidéos d'archives. Vous allez voir que pendant toute sa vie, Jonathan a voulu montrer à toute personne autour de lui qu'il allait bien, jusqu'à que cet acte révèle sa véritable identité de monstre. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à l'histoire de féminicide la plus connue de France, à l'histoire de féminicide qui a bouleversé les Français. Bienvenue dans cette vidéo dédiée à l'affaire Jonathan Daval. Ici, à Gré-la-Ville, commune d'1 millier d'habitants, la disparition d'Alexia Daval, où elle résidait, est un choc. Elle était ma première supportrice, mon oxygène. J'ai vu ce qui s'est passé, c'est des choses horribles. Il y a un individu malfaisant qui habite dans un périmètre de 10 km. Je crois qu'aujourd'hui on en est quasiment certain et ça c'est terrible. Un dernier adieu, un dernier au revoir. Sous une pluie fine en ce début d'après-midi, la dépouille d'Alexia entre dans la basilique de Grès entourée des siens. Des traces de pneus qui correspondent à la voiture de Jonathan Daval. Il a craqué, il s'est mis à mes genoux et il a avoué. Oui, il l'a étranglé dans un moment, dans ce qu'on peut appeler des violences volontaires, ayant entraîné la mort sans intention de la donner, c'est comme ça que le droit appelle ça, et qu'après, il a été dépassé partout. On l'a aimé, voilà. Le principal pour l'instant, c'est d'avoir la vérité. Le pardon, ça viendra un peu plus tard. Nous sommes le 16 janvier 1984 dans le village de Velay quand Jonathan naît avec de très grandes complications. Lors de sa naissance, un bébé a un cordon ombilical et quand Jonathan sort du ventre de sa mère, le cordon ombilical est enroulé autour de son cou. Ce qui fait que pendant plusieurs jours, pendant plusieurs semaines, ce cordon l'empêchait quasiment de respirer et il a eu beaucoup de mal à être oxygéné. Ce qui fait que quand il est sorti, son corps était bleu et les médecins ont dû le mettre sous respiration artificielle pour le réoxygéner. Au bout de quelques heures, son corps est réoxygéné, donc tout va bien, mais les médecins précisent qu'à cause de cela, ça va lui donner des séquelles et donc probablement des problèmes de santé durant son enfance, voire durant son âge adulte. Cette complication, elle a créé une relation très fusionnelle entre Jonathan et sa mère. Ça a formé une relation quasiment de mère-poule, c'est-à-dire que sa mère était tout le temps avec son fils et son fils ne pouvait pas se séparer de sa mère, tellement sa mère, durant son enfance, a été traumatisée de cet acte et avait peur des complications que pouvait avoir son fils. Durant son enfance, il a du coup développé plusieurs problèmes de santé, comme notamment une surdité au niveau des 2 oreilles. Alors il n'était pas complètement sourd, mais on a dû lui mettre plusieurs appareils auditifs parce qu'il avait énormément de mal à entendre les personnes qui parlaient autour de lui ou certains bruits ambiants. À une certaine période, à cause d'une mauvaise posture devant son ordinateur, il est devenu bossu. Et c'est quelque chose qui l'a énormément complexé. À l'âge de 13 ans, il vit un épisode dramatique. Son père meurt d'un arrêt cardiaque. C'est sur le coup. C'est sans aucune préparation mentale qu'il a perdu son père. Ça a été très bouleversant. Psychologiquement, il y a eu un avant et un après. C'est qu'après cet événement, Jonathan est devenu beaucoup plus froid, beaucoup plus distant envers tout le monde. C'est-à-dire qu'il s'est retrouvé un petit peu plus timide, un petit peu plus réservé et il s'est vraiment réfugié dans l'informatique et les ordinateurs. C'est également un enfant qui a subi du harcèlement, beaucoup de harcèlement, dû à sa posture, dû à son esprit timide et réservé,
Il ne l'a jamais avoué, c'est-à-dire c'est quelque chose qu'il a toujours caché à ses proches. Comme Jonathan n'était pas un enfant très populaire, c'était un enfant très timide, très réservé, comme je vous l'ai dit, il passe les 3/4 de son temps sur l'ordinateur. C'est son bijou, c'est d'ailleurs pour ça qu'il va développer un esprit un peu geek, et que plus tard, il deviendra informaticien. Et c'est là, en 2004, à l'âge de 21 ans, qu'il va rencontrer Alexia, pour le meilleur et pour le pire. En 2004, Jonathan, il a 21 ans. Il est en sortie de ski avec des copains à lui, et un de ses amis connaît bien Alexia, qui à l'époque a 16 ans, donc 5 ans de moins que lui. Elle est donc beaucoup plus jeune, mais Alexia, elle tombe sous le charme de Jonathan. Il y a un coup de foudre qui se crée. Jonathan se dit « jamais je vais réussir à la séduire », c'est quelqu'un qui a un très grand manque de confiance en lui. Alexia, elle a 16 ans, et elle tombe sous le charme de quelqu'un qui a 5 ans de plus qu'elle. Elle le trouve parfait, voilà, c'est un amour de jeunesse, c'est son premier amour. Alexia, elle décide, durant son anniversaire, d'inviter Jonathan. Elle l'invite, lui ne comprend pas, il se demande à chaque fois mais pourquoi cette fille s'intéresse à moi, et durant l'anniversaire, Alexia ne se concentre que sur Jonathan, elle calcule même pas ses amis, c'est ses parents qui le disent, elle ne calcule même pas ses amis, elle passe juste la soirée avec Jonathan, et c'est durant cet anniversaire que Jonathan et Alexia s'embrassent et se mettent ensemble. C'est une première histoire d'amour pour l'un comme pour l'autre, c'est-à-dire que c'était le premier idylle d'Alexia, mais également Jonathan, qui était plutôt réservé et qui n'avait jamais trouvé quelqu'un, une fille pour lui. Et là, Alexia s'est retrouvée passionnée par lui, et il est tombé sous son charme également. Très vite, Jonathan, son côté timide, réservé, c'est ce qui plaît justement à Alexia, c'est quelqu'un qui est présentable, qui fait très attention à lui, qui est très serviable, gentil, poli, et du coup il est très vite adopté par la famille d'Alexia. La famille d'Alexia, les parents d'Alexia, la sœur d'Alexia, ils sont tous heureux de recevoir Jonathan. Ils trouvent vraiment quelqu'un de gentil, de sincère, qui voit que Jonathan aime Alexia, donc il se fait très vite adopté spirituellement par cette famille. De plus, les parents d'Alexia, c'est des parents qui sont assez réputés. Ils vivent dans la ville de Gray, donc c'est une ville un petit peu plus grande que la ville de Velay où Jonathan est né. La ville de Velay, elle est juste à côté de Gray. Gray, c'est une ville un petit peu plus grande, et il faut savoir que la mère d'Alexia, elle est conseillère municipale de cette ville, et le père d'Alexia, il tient un bar PMU dans le centre-ville de Gray. Donc c'est deux parents qui sont très connus, très appréciés dans toute la ville, parce qu'ils sont très sympathiques, parce qu'ils sont très serviables, et les parents, du coup, ils acceptent Jonathan, et en fait, Jonathan se fait clairement un nouvel entourage. C'est-à-dire que comme les parents d'Alexia sortent beaucoup, ils invitent souvent Alexia, elle décide d'inviter Jonathan, il découvre plein de nouveaux proches. Et on a l'impression que sa vie avec Alexia, sa vie dans cette famille, la famille d'Alexia, eh ben c'est comme s'il avait adopté une nouvelle famille. Il y a même une période, donc plusieurs années après leur rencontre, où il va carrément emménager chez les parents d'Alexia avec Alexia. C'est-à-dire que c'est une très grande maison que les parents d'Alexia possèdent, et il va emménager chez eux. Les parents d'Alexia vont ne trouver aucun inconvénient, et il va clairement faire partie de cette famille en fait. Et c'est justement cette étape qui va construire une relation très fusionnelle entre Jonathan et les parents d'Alexia, où on a l'impression que c'est ses nouveaux parents. Il ne délaisse pas forcément sa mère, sa vraie mère, mais pour autant on a l'impression que c'est sa nouvelle famille, et il a toujours fait partie de cette famille. Certains avocats durant l'affaire ont même dit que il y avait une sorte de relation limite étrange entre Jonathan et la mère d'Alexia, c'est-à-dire que on avait l'impression même que Jonathan avait des sentiments amoureux pour la mère d'Alexia. Ça, c'est certains avocats, certains enquêteurs, certaines personnes liées à l'affaire qui le disent. Maintenant, est-ce que c'était réel dans les sentiments de Jonathan? Ça, on ne le saura jamais. En 2015, donc 11 ans après leur rencontre, ils décident enfin de se marier. C'est, selon certains témoins, un mariage magnifique. On voit les deux mariés qui s'aiment vraiment, c'est un amour qui est passionnel d'un côté comme de l'autre, tout le monde est heureux.
c'est le plus beau des mariages selon les proches de Alexia et de Jonathan. Suite à cela, ils emménagent. Alors, j'ai pas plus de recherches, je sais pas s'ils avaient déjà emménagé avant le mariage ou après, mais ils emménagent dans l'ancienne maison des grands-parents d'Alexia. Donc, les grands-parents d'Alexia sont décédés, et la famille d'Alexia possédait encore cette maison grâce à l'héritage, et du coup c'est une maison qui est située dans la ville de Grey une nouvelle fois, et les parents leur disent écoutez, prenez cette maison, on vous l'offre. Donc Alexia hérite de cette maison et elle emménage avec son mari Jonathan. Même si leur amour il est au premier abord passionnel et que tout se passe bien entre les deux membres du couple, il y a quelques détails qui foutent un peu le trouble et qui, selon certains proches, étaient un peu étranges. Jonathan, c'est quelqu'un d'extrêmement réservé, comme on a vu, c'est quelqu'un qui est jamais sur la défensive, quelqu'un qui n'ose pas vraiment confronter les gens. Donc il se retrouve avec le caractère d'Alexia qui est un caractère plus ancré, un petit peu plus tenace. Et Alexia devient un petit peu la chef du couple. Alexia dirige le couple, Jonathan suit. Et on a même analysé des SMS où on comprend qu'Alexia a un caractère très affirmé et que Jonathan il subit les directives de sa femme et ça le dérange pas forcément en fait. Voilà, ça a toujours été comme ça. De ce couple, quelqu'un qui est dominant et l'autre qui est dominé, mais ça dérange pas forcément l'un comme l'autre, pour l'instant. Certains témoins de la famille disaient qu'Alexia voulait à tout prix un enfant. Jonathan, il s'y intéressait pas trop. Et d'ailleurs, Alexia allait beaucoup à des rendez-vous chez le médecin, chez le gynécologue, etc., pour avoir des informations de j'aimerais un enfant, comment se préparer à avoir un enfant. Et Jonathan n'y allait jamais. C'est-à-dire que les proches disaient... quand il demandait à Alexia mais pourquoi tu vas chez ce tel médecin toute seule, pourquoi Jonathan n'est pas là, elle disait Jonathan il est au travail, il n'a pas le temps. Donc on comprend que Jonathan ne s'intéressait pas forcément à l'idée d'avoir un enfant, il ne voulait pas d'enfant. En tout cas il n'avait pas l'idée d'avoir un enfant pour l'instant. On a vu après avec les enquêtes etc, c'était quelque chose qui était quasiment caché. En tout cas certains amis d'Alexia le savaient, mais en tout cas très peu autour le savaient, en tout cas pas les parents d'Alexia, mais Jonathan souffrait d'impuissance, ce qui agaçait en quelque sorte Alexia. Alexia lui faisait beaucoup de reproches sur le fait qu'il ne voulait pas avoir de relations sexuelles, il ne voulait pas avoir d'enfants, il était souvent impuissant. Ça pesait un petit peu sur les liens du couple. Sur la balance amoureuse, on comprend que Jonathan a voulu effacer son enfance difficile en étant adopté par une nouvelle famille spirituellement, mais ceci n'apporte rien à la balance. C'est-à-dire qu'il est là, il est présent, il apporte en quelque sorte du bonheur à Alexia, mais rien comparé à ce qu'Alexia lui apporte lui personnellement. Donc à quoi sert Jonathan finalement dans ce couple ? C'est ce que plusieurs enquêteurs se sont posés comme question au fur et à mesure de l'enquête sur ce couple. Jonathan est absent. Clairement, il est absent et il subit le comportement d'Alexia qui est agacé contre lui, mais malgré tout, le couple persiste, le couple continue, et le couple montre devant les autres membres de la famille un sentiment de couple épanoui, alors que ça n'est pas le cas. Le 27 octobre 2017, il y a un repas de famille qui est organisé chez les parents d'Alexia. C'est une raclette, voilà. Comme tout le monde aime la raclette. Les parents d'Alexia sont chacun au travail. En tout cas, ils sont tous les deux au bar, le bar du père d'Alexia qu'il gère de temps en temps tous les deux. Et comme ils n'ont pas forcément le temps et que Alexia est en congé, elle décide d'aller chez les parents d'Alexia pour déjà tout préparer pour la raclette de ce soir. Comme ça, les parents rentrent le soir et déjà tout est prêt. Donc Alexia, on voit que c'est quelqu'un qui prend soin de sa famille et que tout le monde un peu s'entraide, voilà. C'est une famille qui est très proche, c'est-à-dire que quand il y avait entre la maison d'Alexia et la maison des parents d'Alexia, il y avait 5 minutes à pied. Donc en termes d'information, en termes de relations, ils étaient tous proches dans cette famille. À ce repas, le repas il commence, tout ça, sauf qu'il manque Jonathan. Jonathan, il arrive en retard. Alexia fait juste une petite remarque quand il arrive, mais sinon rien de très grave. En tout cas, c'est ce que disent les proches d'Alexia. Tout se passe, le repas se passe comme d'habitude. Il finit plutôt tard. Ils peuvent se permettre
de boire un petit peu parce qu'ils habitent tous très près, donc ils peuvent très bien rentrer à pied. Et puis le repas se passe comme d'habitude, c'est un repas totalement normal, un repas de famille, dans une bonne ambiance, une bonne raclette, un bon dessert fait par Alexia, tout se passe nickel. Très tard dans la soirée, donc j'ai pas l'heure exacte parce que certains articles disent des heures différentes, mais Jonathan et Alexia rentrent chez eux. Ils ont un petit peu bu, mais voilà, rien de très alarmant. Ils sont ensemble, ils sont sur le point d'aller au lit, et c'est la fin de la soirée. Et le lendemain, c'est là où commence la disparition. Vers 8h30, Stéphanie, donc la sœur d'Alexia, elle reçoit un SMS de sa sœur qui lui dit qu'elle part faire un footing dans la ville et qu'elle passera peut-être faire un petit coucou à la fin. Et sa sœur, elle trouve ça un peu bizarre parce que elle sait qu'Alexia a acheté depuis quelques mois un tapis de course et qu'elle passe la plupart de son temps sur son tapis de course, et qu'elle trouve ça bizarre que là, on est en octobre, il fait pas très beau, pourquoi ce matin elle a décidé de faire un footing dehors. Après, elle se dit, bah voilà, ok, elle a voulu, elle fait ce qu'elle veut. Je veux dire, il y a rien d'alarmant. Au départ, elle se pose pas de questions, mais elle trouve ça juste un petit peu bizarre parce que elle a un tapis de course. Jonathan se lève, en tout cas, c'est les mots qu'il dit au début. Il se lève et il s'aperçoit que sa femme n'est pas rentrée, et directement il s'inquiète. Il va vite chez sa mère, en pleurs. Il précise que ce qui vient de se passer, c'est-à-dire que sa femme elle est partie faire soi-disant un footing, mais qu'elle n'est pas revenue. Au départ, sa mère se dit elle va revenir, je veux dire, on n'est que le matin, je veux dire, elle est partie il y a 2 heures, c'est pas très grave. Et après être allé chez sa mère, il fait la même en allant chez sa belle-mère. Donc il retourne chez ses beaux-parents et il explique la même situation. Sa belle-mère, elle lui dit, bah écoute, elle lui dit la même chose que sa mère, quoi. Oui, elle va bientôt rentrer, t'inquiète pas. Elle a dit qu'elle faisait un footing, elle va revenir. Donc il trouve ça tout ça un petit peu bizarre. Et il fait la même chose aussi en allant au café de son beau-père, où il prend un café et il explique son inquiétude. Donc pas en pleurant, mais là il explique son inquiétude en disant que c'est bizarre, il ne la voit pas revenir. Il surenchérit tellement plusieurs fois auprès de sa mère, sa belle-mère, son beau-père, la sœur d'Alexia, que au bout d'un moment, son beau-frère, donc le compagnon de la sœur d'Alexia, décide de l'amener en voiture et qu'ils aillent faire tous les deux un tour dans la ville et aux alentours pour essayer de retrouver Alexia, et ils vont la retrouver. Il n'y a pas de souci à se faire. Au bout de plusieurs, c'est quasiment 1 heure qui tourne autour de Grey et des villes aux alentours, il ne la trouve pas et il commence quand même à s'inquiéter. En tout cas, son beau-frère s'inquiète également. Donc il décide de passer à la gendarmerie à 12h30 et il décide de préciser, de signaler une disparition. Il y a des recherches qui sont mises en place dans la ville, les forêts commencent à être un petit peu observées, mais légèrement par les policiers, et vers la fin de l'après-midi, on lance une disparition inquiétante. Très vite, et dès le soir même d'ailleurs, l'info elle est relayée, on en parle dans le village, mais on en parle dans les médias, et le sujet est déjà mis dans le journal de 20h de TF1. Très vite forcément dans le village, on parle quand même de la fille de parents qui sont très bien implantés dans la ville, donc forcément il y a un émoi très viral dans le village, c'est-à-dire qu'on parle tout de suite de « Ah, c'est la fille de celui qui tient le bar, ah, c'est la fille de la conseillère municipale », c'est quelque chose qui est très vite important, et on se dit c'est inquiétant, il y a des battues qui sont organisées, il y a des fouilles, où quasiment toute la ville se mobilise pour aller essayer de retrouver Alexia. On se dit, elle doit pas être très loin. 2 jours plus tard, et dans des fouilles impressionnantes, des fouilles solidaires, le corps d'Alexia, quasiment calciné, est retrouvé sous des tas de branches dans une forêt pas très loin de la ville de Grey. Ça devient, en l'espace de quelques heures, un émoi populaire intense. On le lance dans les journaux et on dit, la première hypothèse c'est, il y a une joggeuse qui est décédée, qui a été tuée, qui a été brûlée par, à mon avis, un individu qui passait par là. Au départ, ça c'est la première hypothèse que les gens se disent, c'est ok, les joggeuses sont en danger parce qu'il y a forcément quelqu'un qui a dû passer par là pour la tuer et pour la brûler. Il faut se méfier maintenant, même quand on court dehors. C'est là que se lance un esprit d'un danger chez les joggeuses en forêt. Il y a des marches blanches qui sont organisées parce qu'on dit c'est inconcevable que des femmes
ou peut-être même des hommes, ne puissent plus aller faire un jogging dehors par peur de se faire tuer et brûler. Et du coup, c'est un émoi vraiment populaire, et on a les images sur tous les journaux TV, les journaux presse, etc. On a les images de Jonathan, homme qui en pleure parce qu'il vient de perdre sa femme dans des conditions atroces, les images des parents d'Alexia qui viennent perdre leur fille. C'est des images que tout le monde a vues sur tous les journaux pendant plusieurs semaines. Jonathan, il est très vite vu comme un personnage inconsolable. Ses parents aussi, les médias le montrent beaucoup en pleurs, anéanti, limite sur le point de s'évanouir, parce que l'émotion est forte et l'émotion veut être passée dans les médias. Donc ouais, c'est des images qu'on a tous vues, et il y a un émoi populaire qui se forme pour cette affaire. Il est tellement dans un émoi profond et dans une solitude qui le ronge que, par solidarité, parce que ses parents sont avec lui, évidemment, il décide de l'héberger pendant 3 mois. Ils vont l'héberger, c'est-à-dire que pendant 3 mois, il va vivre chez ses beaux-parents. Ses beaux-parents qui, voilà, le soutiennent. Même si Alexia n'est plus là, il fait partie de la famille, et il a aimé Alexia. Donc ils sont avec lui jusqu'au drame. En fait, il commence à avoir un doute de et si c'était du cinéma, et si Jonathan n'était pas finalement le coupable. On parle au départ de détails qui intriguent, et notamment à l'enterrement d'Alexia. Beaucoup de gens ont trouvé que Jonathan en faisait beaucoup trop. Et même son beau-frère, il a été le premier à dire il y a un comportement qui est bizarre. On a l'impression qu'à chaque fois qu'il y a les caméras, il est anéanti. Une fois que les caméras ne sont plus fixées sur lui, il a un comportement qui change. Il dit même que le comportement qu'il a quand il est devant le cercueil d'Alexia, il est limite surjoué. Quelque chose de faux. En tout cas, c'est ce que son beau-frère dit, et c'est ce qui va intriguer aussi des enquêteurs qui sont forcément sur place pour voir si le meurtrier d'Alexia n'est peut-être pas autour du cercueil d'Alexia. Ça fait 3 mois qu'il y a des témoignages, qu'ils essayent d'avoir des indices de la part des voisins de Jonathan, et il y a un voisin, celui qui vit juste à côté de chez Alexia et Jonathan, qui déclare que durant la nuit, juste avant la disparition d'Alexia, il a entendu la voiture de Jonathan partir de la maison pour environ 1 heure et revenir. Un comportement qui est assez étrange quand ça se passe en plein milieu de la nuit, vers 4h du matin. Petit à petit, il y a des indices, c'est surtout cet indice, qui indique que Jonathan pourrait être un suspect. Et Jonathan, il va nier totalement avoir utilisé son véhicule durant cette nuit-là. Ce qui va forcément intriguer les enquêteurs. Ils vont donc faire le traçage GPS de son véhicule, qui est un véhicule plutôt moderne, et ils vont voir que effectivement son véhicule a été utilisé durant cette nuit-là. Donc ils savent que Jonathan a menti. Il a menti. Il va donc plusieurs fois être interrogé, on va lui dire mais confirmez que vous avez utilisé votre véhicule cette nuit-là. Et Jonathan va continuer à nier. Ils vont retourner sur le lieu où le corps a été retrouvé. Et ils vont faire 2 découvertes. De 1, en cherchant un petit peu aux alentours, ils vont retrouver des traces de pneus dans la terre. Et de 2, ils vont retrouver des petits bouts de linge, en tout cas de textiles, qu'ils vont analyser. Et ils vont se rendre compte que ces textiles étaient présents, en tout cas, sont des textiles qui étaient présents dans la maison d'Alexia et Jonathan. Mais ce qui va confirmer, c'est ces traces de pneus. Ils constatent qu'il y a des traces de pneus, donc de véhicules, dans la terre, et que sur ces traces de pneus, il y a un défaut. Un défaut de l'usure d'un pneu. Et ils vont analyser le véhicule de Jonathan une nouvelle fois, et constater que sur un des pneus se trouve ce même défaut. Et là, la vérité éclate. Les avocats, les médias, les parents d'Alexia apprennent l'horreur. Jonathan Daval, que la France entière a soutenu, que la France entière a pleuré en voyant son
émotion sur son visage, et ben il est en garde à vue pour suspect numéro 1 sur le meurtre de sa compagne. Il va rester 48 heures en garde à vue. Les premières heures, il ne dit rien, il nie. Les enquêteurs lui font pression, énormément pression, et au bout de 30 heures, il craque. Il s'écroule, et il révèle qu'il a tué sa femme, et qu'il l'a amenée en forêt. Ça a fait l'effet d'une bombe dans les médias, et encore aujourd'hui, j'en ai des frissons, parce que j'ai suivi cette affaire, c'était il y a quasiment 4 ans maintenant. Cette affaire, elle s'est déroulée. On a tous vu l'émotion sur le visage de Jonathan, on a tous eu de la compassion pour lui, et on a appris 3 mois plus tard que c'était lui le coupable. Tout le monde était sous le choc, et moi-même, parce que c'est quelque chose qui donne l'impression d'un scénario d'un film, sauf que c'est la réalité. En fait, suite aux aveux de Jonathan, on découvre qu'il y avait des problèmes dans cette relation. Il y avait des choses qui émanaient dans le couple qui étaient néfastes. C'est un couple qui était au premier abord amoureux, mais qui en réalité ne se supportait plus. Et ils l'ont caché aux proches, ils l'ont caché à la famille d'Alexia, à la famille de Jonathan. Très vite, Jonathan, il est détesté par toute la France. Parce que tout le monde a eu de la compassion pour lui. Et du jour au lendemain, il est révélé comme étant le monstre. Et ça, c'est un peu semblable à l'affaire Fiona. J'en parlerai sans doute sur cette chaîne. De ses parents qui ont signalé la disparition de leur enfant et pendant plusieurs mois ont dit que leur fille avait disparu et que c'était atroce, pour ensuite qu'on apprenne que ses parents étaient responsables de la mort de leur enfant. C'est ces choses où pendant des mois on pleure et on a de la peine pour ses parents, pour ces personnes qui ont perdu un être cher, et on se rend compte à la fin que c'est eux les responsables. C'est aussi horrible pour les proches, comme là les parents d'Alexia qui ont vu, qui ont hébergé le meurtrier de leur fille. Et qui, de plus, le meurtrier de leur fille était quelqu'un qu'ils appréciaient. Les avocats, justement, ils veulent jouer sur le fait que c'est un homme qui a été dominé par sa femme, et en fait, la famille d'Alexia, elle refuse d'avoir ça au tribunal, parce qu'elle se dit justement, là, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous voulez que le meurtre d'Alexia soit justifié parce qu'apparemment, elle avait un comportement néfaste. Ça marche pas comme ça, rien ne justifie le meurtre. Et donc les parents sont sous le choc. Ils viennent d'apprendre encore une fois que leur beau-fils était un meurtrier et a tué leur fille. Et en plus de ça, on apprend que les avocats de Jonathan veulent faire couler Alexia, faire couler sa réputation en fait. Le 1er octobre 2018, quasiment 1 an après les faits, et plusieurs mois après les aveux, Jonathan il va se rétracter. Et il va accuser sa belle famille de meurtre. Il invente tout un stratagème en disant que durant ce repas de famille, il y a eu une embrouille entre Alexia et le compagnon de sa sœur, donc le beau-frère de Jonathan, et les deux se seraient embrouillés. Alexia aurait été étranglée et donc morte, et que toute la famille aurait décidé que ce soit Jonathan qui l'amène dans la forêt et qui la cache. Que ce serait en gros un meurtre par complot familial. Les parents d'Alexia, Stéphanie, Grégory, du coup, qui est le compagnon de la sœur d'Alexia, ils sont bouche bée. Ils se disent, c'est quoi ça ? C'est quoi cette histoire fumeuse ? Et du coup, ils demandent une confrontation avec lui. Ils demandent d'avoir une confrontation enfin avec lui, parce que tant de mensonges, il faut que ça s'arrête. Ça se déroule pendant une journée, la confrontation. C'est à chaque fois par petit entretien. Donc à chaque entretien, on a 2 enquêteurs, les avocats, un avocat de Jonathan, un avocat de la famille d'Alexia, et Jonathan plus un membre de la famille. C'est pas tous les membres de la famille contre Jonathan, c'est 1 contre 1. Et durant toute la journée, ça se passe avec des entretiens, donc Jonathan face à Grégory, donc celui qui l'accuse d'être le meurtrier d'Alexia, ensuite Jonathan et la sœur d'Alexia, Jonathan et le père d'Alexia, bref, tous les membres de la famille, le côté principal de la famille d'Alexia. Rien ne se passe, il continue de nier, continue de dire que c'est réellement un meurtre familial. Puis, il y a le témoignage, en tout cas la confrontation entre Jonathan et la mère d'Alexia.
Rappelez-vous, je vous l'ai dit en début de vidéo, il y a une relation très fusionnelle entre la mère d'Alexia et Jonathan. Elle sait comment lui remettre à la raison, elle sait comment il fonctionne, elle le connaît, elle l'apprécie, même si là elle le déteste, elle l'a toujours apprécié, et elle se dit, c'est plus lui là. Elle veut retrouver la personne qui avoue et qui est honnête. Et elle décide stratégiquement, comme elle est une des dernières à passer, à venir à la confrontation avec une photo d'Alexia et son chat. Parce qu'elle sait que Jonathan, il appréciait le chat d'Alexia, il appréciait cette complicité, ces moments de bonheur finalement. Cette photo, elle représente un peu l'époque où tout allait bien. Alexia est souriante sur cette photo, il y a son chat, le chat que Jonathan aime, tout ça. Elle sait que s'il a rien, s'il ne ressent aucun sentiment face à cette photo, il est clairement plus la personne qu'il était avant. Donc en fait, la mère d'Alexia, stratégiquement, elle cherche à retrouver le Jonathan d'avant, le Jonathan qui avait réellement des sentiments et qui n'était pas un monstre. La mère d'Alexia entre dans la salle et elle fait quelque chose que les autres n'ont pas fait, c'est qu'elle se met devant lui et elle lui dit bonjour. Elle essaye d'entamer avec lui une situation de « je t'apprécie quand même ». Ce que les autres n'ont pas fait parce que tous les autres, surtout le père d'Alexia, ne voulaient même pas le voir dans les yeux. Et il répond bonjour et on sent tout de suite qu'il est déstabilisé. Et au bout de certaines minutes, la mère d'Alexia sort cette photo et, comme promis, Jonathan fond en larmes. Et il révèle tout. Il dit que c'est effectivement lui qui l'a tué. Il dit que il a voulu changer de registre parce que il voulait se sauver. Mais que c'est réellement lui le coupable. Maintenant que les enquêteurs ont la confirmation qu'il s'agissait bien de lui et que la famille d'Alexia a eu enfin le fin mot de l'histoire et des révélations, il est temps maintenant de faire la réexplication des faits pour que tout le monde soit au courant de ce qui s'est réellement passé le soir de la disparition d'Alexia. Le 17 juin 2019, il y a une reconstitution des faits qui est organisée par les enquêteurs avec Jonathan Daval qui est en présence de la famille et de tous les enquêteurs pour l'enquête. C'est la partie clé de l'affaire, c'est ce qui va permettre à tout le monde de savoir ce qui s'est réellement passé et c'est ce qui va permettre aux familles, en tout cas la famille d'Alexia, de savoir enfin le fin mot de l'histoire concernant Jonathan et sur Alexia. Parce que Jonathan, il a affirmé qu'il était coupable, néanmoins il n'a jamais expliqué en détail ce qui s'est passé, et surtout, il y a une chose qu'il a toujours nié, c'est avoir brûlé le corps d'Alexia. La reconstitution, elle débute à 5h du matin pour faire comme si ça se déroulait de nuit, et elle se fait dans la maison. Donc c'est la première fois que la famille d'Alexia, que Jonathan, que les enquêteurs reviennent depuis la disparition d'Alexia, donc depuis le jour des faits. Il y a une ambiance qui est très tendue. Ils savent qu'ils vont avoir des réponses et c'est une ambiance insoutenable pour la famille d'Alexia. De ce que Jonathan a dit, Alexia voulait une relation sexuelle ce soir-là, après la soirée avec sa famille. Jonathan a refusé. Il y a eu une dispute de couple et Jonathan s'est mis à l'étrangler. Et il l'a étranglé pendant 4 minutes non-stop. C'est énorme, vraiment. Et les enquêteurs ont justement fait le point dessus pour lui dire mais que pendant ces 4 minutes, il aurait pu avoir le temps d'arrêter de l'étrangler et elle aurait pu encore être en vie. Ça montre, en ayant duré 4 minutes à l'étrangler, qu'il avait vraiment l'intention de la tuer. Alexia est morte étranglée, ça c'est ce que l'autopsie avait révélé, puis il a expliqué qu'il l'a traînée par les pieds et l'a amenée jusqu'à son coffre de voiture, puis a pris la route vers la forêt la plus proche. Après ces explications qui sont dans une atmosphère horrible pour tous, ils décident donc de partir tous avec les enquêteurs sur le lieu de la découverte du corps. Jonathan Daval, on lui met un gilet pare-balles parce que les médias sont tout autour de la ville et ils savent que Jonathan est très détesté et que potentiellement il peut très bien y avoir quelqu'un qui va vouloir le tirer dessus. Ils arrivent sur le lieu du corps et la question revient sur le tapis.
est-ce que Jonathan a brûlé le corps? Est-ce que Jonathan était peut-être accompagné? Est-ce que Jonathan a fait cela seul? Parce que depuis le début, il nie l'avoir brûlé. Et encore une fois, alors qu'il nie pendant plusieurs minutes, c'est la mère d'Alexia qui va tout faire basculer, puisqu'elle continue à lui demander la vérité. Et encore une fois, cette relation qu'il y a entre Jonathan et la mère d'Alexia, elle est particulière. Elle le déteste désormais. Mais elle veut tellement savoir la vérité qu'elle le supplie limite à genoux. Et Jonathan, qui apprécie toujours la mère d'Alexia, révèle qu'il l'a brûlée, alors qu'il l'a nié pendant des mois et des mois. Ce qui montre encore une fois que c'est un sacré menteur. Le 16 novembre 2020 débute le procès de l'affaire Daval, un procès sous tension, avec des avocats, avec beaucoup de médias qui sont tout autour. Le procès dure plusieurs jours. Les parents, les proches de Alexia sont encore très émus, et Jonathan va plusieurs fois faire des malaises, va plusieurs fois pleurer, va faire son cinéma comme d'habitude. Les avocats, comme je vous l'avais dit, jouent sur le fait qu'Alexia était soi-disant furieuse, hystérique, et ils vont gagner grâce à ça. Parce qu'ils vont justement faire passer Alexia comme une personne insoutenable, insupportable, et comme si le meurtre de Jonathan était justifié, ce qui est intolérable pour les personnes qui ont tous du bon sens, et intolérable pour les proches d'Alexia qui subissent les explications des avocats de Jonathan. Et c'est par ces propos qu'il y a eu cette controverse qui fait que Jonathan n'a pas eu la perpétuité. Il a eu, je cite, 25 ans de réclusion criminelle sans allongement de la période de sûreté, qui selon l'article 132-23 du Code pénal, fait que toute condamnation à au moins 10 ans de prison est assortie d'une peine de sûreté de la moitié. Dès le départ, il est donc certain que Jonathan Daval purgera sans aucune réduction de peine 12,5 ans, soit encore près de 10 ans à compter de sa condamnation. Ce qui veut dire donc que déjà on est sûr qu'il fera 10 ans de prison. Est-ce qu'il en fera plus, ou sortira-t-il pour bonne conduite? S'il se passe ça, c'est juste intolérable. Pour conclure, c'est une des affaires de féminicide les plus importantes de France, les plus choquantes, parce que la France entière a été choquée par cette affaire, en pensant au départ que c'était une histoire de meurtre par un individu inconnu. Ça a été un véritable émoi populaire, ça a été un rebondissement constant, ça a été suivi limite comme un feuilleton dans les médias pendant plusieurs mois. Donc ouais, c'est le féminicide le plus important, en tout cas de ces dernières années. Je me permets de rajouter quelque chose après avoir tourné cette vidéo, car si vous avez suivi les informations ces derniers jours, vous n'êtes pas censé savoir que les parents d'Alexia ont refait parler d'eux il y a quelques semaines. En effet, Isabelle et Jean-Pierre Fouillot ont publié il y a quelques jours un livre qui rend pleinement hommage à Alexia. Ce livre, qui partait d'une bonne intention, aurait pu passer convenablement si les parents n'avaient pas suite à cela vendu les droits du livre à des producteurs pour qu'une future série soit réalisée sur l'affaire criminelle d'Alexia et Jonathan Daval d'ici 2022. L'information a fait grand bruit sur les réseaux sociaux ces derniers jours, car cela pourrait sembler immoral de la part des parents d'Alexia de vendre la pudeur et les derniers souvenirs d'Alexia à des producteurs pour se faire probablement de l'argent sur son dos. Certes, leur action est douteuse, mais certains sont mis à remettre le doute de toute cette affaire sur les parents d'Alexia à cause de cela, ce qui n'est pas la bonne chose à faire. Cette affaire a été extrêmement médiatisée et a demandé un travail phénoménal de la part des enquêteurs pour prouver que le coupable était Jonathan et non la famille d'Alexia. Remettre la faute sur les parents alors qu'une condamnation et un procès ont déjà été réalisés, ça s'appelle de la diffamation, et je pense que par respect pour Isabelle et Jean-Pierre Fouillot, il serait préférable de les laisser faire comme bon leur semble, même si effectivement cette idée de créer une série sur leur fille semble vraiment immorale. Néanmoins, je pense acheter leur livre et en faire une vidéo d'ici les prochains mois, si celle-ci vous a plu. D'ailleurs, je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout, je m'excuse profondément pour ma longue absence ces dernières semaines, et promis, désormais on se retrouve toutes les 2 semaines pour une nouvelle vidéo. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner, et je vous dis donc à dans 2 semaines pour une prochaine vidéo. Au revoir.